Moi, je me rappelle souvent des phrases de mes parents qui me disaient « En tant que noir, tu dois faire 2 fois plus ». Et moi, quand j'allais à l'école, j'ai l'impression d'être comme tout le monde. Ok. Et je disais à mes parents, souvent de manière un peu désinvolte, ça c'est votre génération, c'est vous qu'il fallait faire 2 fois plus. Nous, il n'y a pas besoin, nous, ça va, tranquille. Je crois que c'est vraiment le fait de prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, qui est la première étape, pour après essayer de changer les choses qui ne nous conviennent pas. J'ai une question pour tous les deux, parce que j'ai 2 experts autour de moi aujourd'hui. Et la question est, est-ce qu'on peut vraiment guérir sans déconstruire ce qu'on nous a appris à être ? Il y a des phrases qu'on entend très tôt dans nos familles africaines. Des phrases qui ne sont pas toujours dites avec violence et qui finissent par façonner des vies entières. Sois fort, encaisse, avance. Et pendant longtemps, on apprend à porter, sans jamais apprendre à déposer. Dans cet épisode de Nos vies, nos voix, on ne vient pas accuser ni régler des comptes. On vient mettre des mots sur ce qu'on nous a appris à taire, sur les rôles qu'on nous a imposés, sur les masques qu'on nous a appris à porter avant même de savoir qui nous étions. Parce qu'à force d'être fort, beaucoup ont oublié comment être vrai. Pour ce dernier épisode de la saison, nous recevons Jonathan Kiakuba, auteur et coach, pour parler de ces injonctions silencieuses, de ce qu'elles construisent et de ce qu'elles abîment. Jonathan, bienvenue. Bonjour, comment vas-tu déjà? Ça va très bien et toi-même? Très bien, et aussi comment allez-vous? Je ne veux pas vous oublier. Je vais très bien, merci. Et alors, comme d'habitude, nous avons notre docteur et psychothérapeute Tchabou Djamani qui est là pour poser son expertise et son analyse sur les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Jonathan, ma première question pour toi est, est-ce que tu penses que tu aurais été un autre homme si tu n'avais pas grandi dans une famille africaine? Ça, c'est une question, je pense que tout le monde aura la même réponse, clairement non. Parce que forcément, dans nos cultures, on a des critères, des dogmes très précis qui font qu'on est un petit peu conditionné à être d'une certaine façon. Donc forcément, quand on vient d'un milieu africain, d'une famille congolaise, on a des codes qu'on doit respecter. C'est même pas forcément qu'il faut respecter, c'est qu'on doit respecter. Donc forcément, j'aurais pas été un autre homme, pas du tout. Ok. Et alors, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que tu penses que ton éducation t'a donné et qu'est-ce qu'elle t'a retiré? Moi, je pense qu'elle m'a donné, déjà dans un premier temps, une force de caractère. En tant qu'Africain, Congolais, on nous apprend beaucoup la résilience, la force, le respect des valeurs. Donc ça m'a donné vraiment ce caractère, cette envie de réussir, de se projeter. Et je pense que ça m'a enlevé quelque chose, c'est peut-être la connexion émotionnelle avec moi-même, le ressenti, se connecter avec en fait l'essence qui fait que je suis moi-même, mes émotions primaires, et je pense que c'est un petit peu ça que je dirais que ça m'a enlevé. Ok, je comprends très bien. Et du coup, j'imagine que tout ça, tu l'as pas appris que par les mots. On dit souvent que les enfants sont des éponges. Alors, qu'est-ce que toi, tu as pu absorber de ton environnement familial en grandissant ou étant petit? Moi, j'ai des parents qui ont fait de grandes études. Okay. C'est-à-dire, mon père, il a un doctorat en droit. Ma mère, elle a un master en droit aussi. Donc, forcément, quand tu vis dans un environnement comme ça, tu te dois de suivre la lignée familiale. En plus, moi, dans ma maison, j'étais le plus grand. Donc, forcément, il fallait que je donne l'exemple, que je montre aux petits comment on devrait suivre la vie. Et forcément, quand tu es dans cette position-là, tu as une forme de pression. Et moi, je dis toujours, être le fils de mon père, c'est un peu être comme le fils de Zidane. C'est-à-dire qu'il a une aura, il a une présence, tout le monde le respecte, tout le monde l'aime, c'est un peu le papa de la famille. Donc ça te met encore plus de pression. Et je pense qu'étant petit, j'ai pas su tenir cette pression-là. C'était trop difficile pour moi à tenir et j'ai pas vraiment suivi la voie que mes parents voulaient que je suive. T'as pas vraiment suivi la voie que tes parents voulaient que tu suives. Est-ce que tu peux développer ça un peu? Parce que là, en fait, on me voit, je suis là, je viens dans un podcast, Oui. je suis un expert, entre guillemets, mais avant ça, j'ai passé par beaucoup d'épreuves où l'école, c'était pas forcément pour moi. J'ai eu des difficultés scolaires. Ça veut dire que quand j'étais vraiment jeune, on m'avait un petit peu diagnostiqué surdoué. Okay. Et on dit souvent, quand tu es surdoué, le système scolaire, ça peut être parfois compliqué. Et après, je suis parti dans un échec scolaire. Okay. Ça veut dire que j'ai vraiment loupé ma scolarité. Je suis arrivé au stade où, au moment du bac, j'ai loupé 2 fois mon bac.
C'est-à-dire, je l'ai eu qu'au bout de la troisième fois. Après, j'ai dû me réorienter au niveau universitaire. C'est vraiment qu'à la fin, dans une réflexion, je me suis dit, la psycho, c'est ce que j'aime, donc je vais aller là-dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la psychologie. Et j'ai fait mes années, première année, deuxième année, troisième année. Mais la vie m'a pris avec certaines dérives. Le travail aussi, j'ai dû travailler très, très, très tôt. Donc du coup, j'ai pas réussi à suivre et je me suis arrêté à la licence. Mhm. Donc quand tu as des parents qui ont doctorat, master, tu t'arrêtes à la licence, pour eux, t'es pas un exemple. Mhm. C'est que après coup, maintenant que j'ai réussi à entre guillemets, prendre tout ce qu'on m'avait appris et pour devenir l'homme que je suis et maintenant être considéré comme expert, comme on dit Mhm. maintenant. Mhm. Mhm. Donc la trajectoire, elle n'est pas linéaire du tout. Mhm. Ça, c'est très intéressant parce que je pense que beaucoup d'autres personnes pourraient complètement s'identifier à ça. Mhm. Cette pression-là sur les épaules qui, d'ailleurs, au lieu d'emmener à la réussite, peut-être emmène plutôt vers, on va dire, l'échec ou le repositionnement, j'ai envie de C'est dire. ça. Et alors, au niveau émotionnel, alors, parce que, OK, tu as donné ce à quoi on s'attendait de toi au niveau scolaire, et alors, au niveau émotionnel, c'était comment? Au niveau émotionnel, on va dire que, tu sais, on nous apprend toujours, nous, la phrase, c'est comporte-toi comme un homme. Mm. Ça veut dire, j'aime pas me dire ça veut dire en fait, ça veut dire quoi? Comporte-toi comme un homme. Ça veut rien dire quand on est un petit garçon, comporte-toi comme un homme. On crée une image de ça et on essaye de s'y calquer. Et comme j'ai dit, moi, mon père, c'est quelqu'un de très charismatique, qui a une certaine aura, il est cadre, il a son emploi, il est bien, c'est le papa de la famille, tout le monde l'aime. Et quand c'est ça ton modèle, tu te dis, comment je vais réussir à être à la hauteur de ce rang-là? Et pour moi, ça a été vraiment difficile de me positionner et de, entre guillemets, devenir quelqu'un. Parce que j'avais un poids qui était énorme sur, tu dois être quelqu'un, tu dois montrer que tu es dans la lignée de ton père. Et limite, j'avais cette pression aussi de, moi, ce que j'ai fait, c'est rien, tu dois faire plus. OK. Et donc ça, quand tu es enfant, adolescent, c'est compliqué. Mhm. Surtout quand nous, comme on est des enfants d'émigrés, on arrive dans des pays en Europe, on a aussi la culture européenne. Donc on a la culture africaine qui nous pousse à être, entre guillemets, orientés vers les lois. Et on a la culture européenne qui nous pousse à être un peu rebelle. Donc on est pris par ces deux environnements-là. Il faut réussir à se sentir à sa place en étant soit européen, soit africain. Et c'est dur de trouver sa place quand on est jeune. Donc c'est vraiment en grandissant qu'on arrive à créer une identité. Mais avant ça, c'est vraiment difficile. Mhm. Et par rapport à tes doutes, tes craintes, tes peurs, est-ce que tu pouvais aborder ton père? Est-ce que tu pouvais en parler avec que ce soit ta mère ou ta mère ou ton père plutôt, de ces doutes que tu avais ou de comment tu te sentais, de tes sentiments en fait? En fait, ce qui est paradoxal, c'est que, au contrario des familles classiques africaines congolaises, j'avais plus de facilité à parler de mes émotions avec mon père qu'avec ma mère. Ma mère, je trouvais qu'elle était vraiment dans le cliché de la femme congolaise où il faut faut essayer d'être froid, faut essayer d'être proactif, être dans la résilience. Et mon père, il avait plus tendance à m'écouter, mais pas m'écouter comme le parent que j'aurais voulu, forcément, mais il m'écoutait beaucoup plus. Donc mon rapport à moi et à l'émotionnel était, on va dire, pour un enfant qui vient d'Occident, en Europe, ça va pas être assez. Mais pour un Africain, ce que j'avais au niveau émotionnel, ça allait au niveau de mon père et moi au niveau de ma mère et je vivais avec ma mère. Donc c'est ça aussi la difficulté. Je pense que si je suis là aujourd'hui et que je peux parler plus facilement de mes émotions et de mon rapport à la masculinité, c'est parce que j'ai eu un père, malgré son côté un peu dur, qui était aussi ouvert à l'écoute. Souvent, quand j'étais triste, j'étais mal, je l'appelais, il m'écoutait, oui, t'inquiète pas, ça va aller. Donc j'ai eu ce rapport où j'ai eu un homme qui était quand même connecté à sa vulnérabilité, parce que lui, il a aussi beaucoup de sœurs. Je pense que ça apporte aussi ce côté, cette touche féminine qui apporte cette douceur. Okay. Mais du coup, vous pouvez parler à votre père de vos questions par rapport à vos doutes, comment être à la hauteur et tout ça. Vous pouviez en parler? Le truc, c'est que cette partie-là, la partie de la réussite, la partie des doutes sur ma personne, j'ai pas trop l'ouverture parce que pour mon père, je pense que il avait loupé certaines choses et du coup, il voulait me laisser pas le droit à l'erreur. Ça veut dire que non, tu dois réussir, tu dois être un bon, parce que moi, le sacrifice que j'ai fait en venant en France, en me sacrifiant dans les études, c'est pas pour rien.
Mhm. Donc tu te dois. Donc au niveau émotionnel, c'est-à-dire, je sais pas si tu es triste parce que je vivais de loin de lui. Ah. Moi, j'étais avec ma mère. Lui, j'habitais en Normandie. Lui, il habitait en région parisienne. Du coup, je le D'accord. voyais que pendant les vacances. J'avais un climat familial chez ma mère qui était très compliqué, très conflictuel, avec beaucoup de violence. Et du coup, quand j'appelais mon père, j'avais cette écoute-là pour expliquer, oui, là, ça va pas bien, je me sens pas bien, avec maman, c'est compliqué. Et cette partie-là a été écoutée, mais l'autre partie de, oui, c'est difficile à l'école, non, non, tu dois. Mm. L'école, c'est l'école. On ne discute pas. On discute pas à l'école, c'est tu dois être un élève studieux, c'est comme ça. Mm. Et du coup, vous étiez l'homme de la maison, alors, puisque votre père n'était pas là, vous étiez avec votre mère, vous étiez un peu l'aîné et l'homme de la maison, du coup. J'avais un beau-père, Ok. mais c'est mon beau-père qui était très dur, encore plus dur. Il était vraiment beaucoup dans la violence et dans la négligence. Donc aujourd'hui, il est parti, donc paix à son âme, et je lui ai pardonné. C'est-à-dire, je lui ai pardonné même avant qu'il parte. Mhm. Mais il était vraiment dans la violence et c'est un enfant qui a beaucoup souffert à la base. Donc on était dans un climat vraiment très conflictuel, très difficile, très rabaissant. Donc forcément, j'avais pas les bons codes pour réussir même à l'école. Mhm. Et cette partie-là fait que c'était difficile d'avoir mon père, d'avoir un lien qui était fort. Et je me suis beaucoup, jusqu'à l'âge adulte, rebellé contre mes parents. Mon père qui est pas là, ma mère qui prend pas soin d'avoir quelqu'un avec elle qui s'occupe de nous. Donc j'avais beaucoup cette rébellion à l'époque. Mhm. Ça fait beaucoup de choses, hein. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de pression, l'aîné, il faut réussir, faire face à la violence, se construire comme on l'attend. Waouh. Mhm. Et alors, au niveau, tu as parlé du niveau, donc les attentes au niveau de la famille, au niveau de ce qu'on s'attendait à toi, que ce soit à l'école ou en tant que personne. Et alors dans la société? Maintenant, quand tu allais à l'école ou quand tu allais dans la société, quelles étaient les attentes qui étaient projetées sur toi? Moi, je me rappelle souvent des phrases de mes parents qui me disaient, en tant que noir, tu dois faire 2 fois plus. Et moi, quand j'allais à l'école, j'ai l'impression d'être comme tout le monde. Ok. Et je disais à mes parents, souvent de manière un peu désinvolte, ça c'est votre génération, c'est vous qu'il fallait faire 2 fois plus. Nous, il n'y a pas besoin, nous, ça va, tranquille. Et en fait, je trouve qu'à l'école, ça va. Ça se passait bien, à part que j'ai subi quelques moments de racisme parce que forcément, moi je suis passé de la région parisienne à la Normandie. Mhm. Dans mon collège, j'étais le seul noir. Donc il y avait, vous connaissez les trucs, on va toucher tes cheveux, on a des questions. Et j'ai même eu une fois, je racontais souvent cette histoire, un professeur de sport, on est à la natation, et moi j'avais du mal à nager parce qu'à Paris, on n'avait pas forcément les infrastructures pour ça. Mhm. Elle avait dit à toute la classe, c'est normal, les Noirs n'ont pas le corps pour pouvoir nager. Donc ce genre de choses-là, je l'ai vécu. Mhm. En fait, en tant qu'enfant, on ne fait pas attention. On a l'impression que tout le monde vit ça. Mhm. Et c'est vraiment dans ma vie d'adulte que j'ai compris que la phrase de mes parents elle était réelle. Quand tu es un Noir, tu dois faire 2 fois plus. Par exemple, là, je prends un exemple simple. Là, je suis là. On a discuté ensemble, on s'est connecté, c'est fluide, c'est simple. Mais pour faire des podcasts ou des émissions avec des gens blancs, c'est plus difficile. Mhm. Il faut que je prouve ma légitimité, il faut que j'écris, il faut que je monte mes anciennes vidéos, il faut que je monte mon site internet. Donc, cette phrase-là, elle se confirme aujourd'hui. À l'époque, je n'en avais pas conscience. Donc, c'est ça un peu mon rapport à la société actuelle. Mhm. Et alors, tu as dit que tu étais en échec scolaire un peu. Mhm. Est-ce que ça aussi, c'était peut-être au niveau de l'école, ouais, il est noir, c'est un peu pour ça que ça marche pas bien, ou peut-être fais plutôt du sport, ou est-ce qu'on n'essaie pas de te réorienter vers autre chose qui était plus pour les noirs, on va Voilà, dire. il y a toujours la conseillère de désorientation Mhm. qui nous prend dans son bureau et qui vient nous dire oh, tu serais peut-être bien en BEP, en quelque chose de plus technique, etc. Mais moi, en fait, j'avais une vision dans mon esprit, c'est que je me disais je vis l'échec, mais l'échec, c'est pas moi. En gros, j'avais cette vision de que tout ce que je fais comme échec, c'est simplement, c'est pas une finalité, ça me correspond pas. Je suis juste pas encore dans mon chemin. Donc quand on me disait d'aller ailleurs, à gauche, à droite, je disais non, je sais que j'ai du mal, mais je vais m'en sortir. Et il y a une phrase très importante pour moi qui a changé ma vie. C'est quand j'avais 15 ans, je crois, il y a une prof, à un moment donné, comme d'habitude, je faisais un petit peu le pitre, le clown, je rigolais avec tout le monde. Et elle m'a dit, vous voyez, si vous voulez finir chômeur pour rien faire de votre vie, vous avez juste à suivre son chemin. Waouh. Quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis dit, mais pour qui elle se prend? Elle connaît pas ma vie. Et c'est pas ce que je vis, moi, quand je rentre chez moi. Et c'est pas la réalité qui est la mienne. Et que moi, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de vivre ma vie, j'ai pas besoin d'être sérieux tout le temps. Et cette phrase-là,
jusqu'à aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que c'est ça qui m'a forgé. Je me suis dit, un jour ou l'autre, je parlerai quelque part pour expliquer à quel point cette phrase-là, elle m'a détruit, mais qu'elle m'a aussi permis d'être là où je suis. Et pour moi, je l'ai pas vu comme, il est noir, il va pas réussir, mais je l'ai vu comme, dans tous les cas, c'est son chemin, quoi. Je l'ai pris pour moi, pas pour ma couleur de peau. Et je sais que là, tantôt, tu as parlé aussi de rébellion. Ça ressemblait à quoi, cette rébellion envers tes parents? J'étais, moi, enfin, le père, c'est le père, c'est-à-dire tu peux pas te rebeller contre ton père. C'est le père congolais, il est dur, voilà. Donc mon père, j'ai coupé un petit peu la discussion. Ok. Je parlais pas, je lui appelais jamais. Et donc j'ai vraiment coupé. Et avec ma mère, j'ai vraiment été dans une forme de rébellion où tout ce qu'elle me demandait, qu'elle m'imposait, je le rejetais. Je pouvais partir des fois pendant 3 jours, je rentrais pas à la maison. Et je lui montrais qu'en fait, au final, elle n'allait pas m'imposer ses choix. Et j'étais très froid. Je montrais aucune émotion vis-à-vis d'elle. Et c'est une période qui a été assez dure, je pense, à vivre, aussi bien pour elle que pour moi, parce que c'était pas ma volonté. Mais j'ai l'impression que j'avais besoin de me l'imposer pour montrer que j'allais pas suivre leur code. Mhm. J'avais besoin de montrer que j'étais une personne à part entière et que même si on avait des codes et des critères africains, moi j'avais envie de suivre ma voie et de leur montrer que même en suivant ma voie, j'allais réussir. Moi, je me demande qu'est-ce qui vous a aidé à tenir et toute cette violence à la maison, à l'école. Ben, si on fait un peu le pitch pour se détendre, ben, on a un retour un petit peu négatif. Le père, il est là, disponible pour certaines choses, mais pas pour tout. Mais vous êtes une personne complète, vous avez besoin de pouvoir parler de tout et tout ça. Et du coup, où et comment est-ce que vous épanchiez, qui vous soutenez dans tous ces moments-là, quoi? Moi je pense que mon soutien moral, je l'ai trouvé dans mon rôle de pilier de la famille. J'ai eu un rôle, on m'a imposé d'être le pilier, donc il fallait que je le sois. Et aussi beaucoup dans ma spiritualité. J'avais un rapport à Dieu très fort. Ça veut dire que c'est comme si je me disais, dans tous les cas, s'il m'a mis là, dans cette famille, dans cette vie, c'est parce que je dois accomplir quelque chose, je dois protéger mes frères et sœurs, je dois réussir. Et en fait, toutes les injonctions que j'avais de mon père, je les voyais comme un message divin qui me disait, si tu l'imposes, c'est parce que tu vas réussir. J'avais ce côté un peu, comment dire, insolent, ce côté un petit peu présomptueux de croire que j'allais changer le monde. Donc, je me disais, je vais changer le monde, donc c'est difficile et tous les gens qui changent le monde, ils doivent passer par des périodes difficiles. Donc, je suis obligé d'encaisser ça. Et un jour, je participerai à des podcasts et je le dirai, tout simplement. C'est ça. C'est un très bon mindset. Mais alors, au niveau de tes relations et tes interactions, par exemple, avec les filles, parce que ça fait partie aussi de la vie d'un homme, en grandissant, peut-être à l'âge, peut-être quand tu étais ado, euh, quelle était ton image de toi, ton corps, et de comment tu te sentais en tant qu'homme noir dans les relations avec les filles? Moi, comme je l'ai dit, je suis parti en Normandie. Mhm. Ça veut dire que c'est un endroit où il n'y a pas de noirs, il n'y a pas beaucoup de noirs. Et mon rapport à moi, à mon corps, à moi, ma personne, c'était beaucoup biaisé et conditionné par l'image des femmes. En fait, en grandissant, j'ai tout de suite vu que j'avais cette forme d'attraction. Et je me suis un petit peu caricaturé dans ça. Parce que je trouvais qu'en fait, dans la société dans laquelle j'étais, les femmes blanches en fait, me traitaient un petit peu comme aujourd'hui les hommes traitent les femmes. C'est-à-dire j'étais sexualisé, j'étais vu comme l'homme fort, celui qui donne du plaisir. C'est cette façon de voir, en fait. D'ailleurs, j'ai vu une interview d'un homme qui s'appelle Sikou Niakite, ou Niakate, je sais plus, qui expliquait qu'en fait, des fois, l'homme noir est comme la femme blanche dans la société. Et j'avais vraiment ce sentiment où j'étais l'objet, où je devais être celui qui allait donner du plaisir à la femme, celui qui allait être courtisé. Et du coup, je me suis beaucoup caricaturé dans ça. J'ai commencé à vouloir jouer de ça, à être cet homme-là qui, du coup, va collectionner les femmes, va donner du plaisir, prendre du plaisir. J'étais beaucoup dans la performance. Et ça m'a beaucoup, je trouve, desservi au niveau spirituel, au niveau humain, parce que je me suis vu que dans ça. Je me suis plus vu comme un homme à part entière qui pouvait avoir des émotions, qui pouvait aussi dire non à une relation. Je me sentais dans l'obligation c'est mon rôle, je dois être le pourvoyeur un petit peu de plaisir.
C'est très fort. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite pause et qu'on donne la parole à la psy. Vous l'avez dit au début que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, toute cette pression qui vient de tous les côtés, les attentes de tout le monde, etc. Qu'est-ce que ça fait à un jeune homme ou un enfant de grandir avec autant de voix, on va dire, autour de soi? Je pense que c'est une source de stress. Je ne sais pas si vous me rejoignez avec ça. Alors ici, vous avez réussi à utiliser ce stress comme c'est un passage obligé pour la mission incroyable qui m'attend. Mais d'autres seraient paralysés de se dire mais comment je fais? Déjà rien que l'image de mon père, c'est déjà un truc écrasant, master de ceci, de cela, il faut être ci, il faut être là, il est charismatique, il a toutes ses qualités. Et parce que je me suis posé la question à un moment, on vous dit il faut être un homme. Je fais une petite parenthèse, il faut être un homme, mais on ne vous dit pas vraiment ce que c'est être un homme. Du coup, vous faites une image tout seul à votre niveau d'enfant. Et c'était quoi l'image pour vous de cet homme que vous deviez être? Moi, j'imaginais un petit peu Superman Ok. dans ma tête. Je voyais quelqu'un qui ne pleure pas, Mhm. qui tient son foyer, qui gagne son argent, qui est... En fait, il y a rien qui peut le transpercer. J'avais Mhm. cette image-là d'homme fort. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais très sensible. Ça veut Mhm. dire que pour un rien, je pouvais pleurer. Si je m'énerve avec quelqu'un, je me dispute, je pleure parce que les nerfs ils montent vite. Mhm. Et je trouve qu'il y a un vrai paradoxe entre l'homme sensible, enfin le petit garçon sensible que j'étais, et l'homme que je suis devenu. Je Mhm. me suis vraiment créé l'image d'un homme et je l'ai incarné. Et cette incarnation, aujourd'hui, c'est pour ça que je viens en parler comme ça, c'est que elle ne me convient plus. C'est ça. Elle m'a servi à grandir, Mhm. à affronter les tumultes de la vie, mais aujourd'hui, elle me fait plus de mal qu'autre chose, parce qu'elle me permet plus d'être moi. Elle me fait juste porter des masques. Et souvent, quand je vois des potes, je vois des amis, il y a toujours cette image de lui, c'est le mec fort. Toi, il t'arrive jamais rien, tu n'es Mhm. jamais triste, tu n'es jamais dans le mal. Et je nourris tout le temps ça. Ouais, mais c'est parce que voilà, il y a pire dans la vie. Mhm. Mais aujourd'hui, j'en ai marre, en fait, de Mhm. nourrir ça. J'ai envie de montrer que moi, je suis sensible et surtout parce que j'ai un fils et je veux absolument pas qu'il rentre dans ça. Et le hasard de la vie, si j'ai envie de le dire, mais bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, c'est que mon fils, il a cette sensibilité-là et ce côté un petit peu distant qui fait que je me vois beaucoup en lui et je veux absolument pas qu'il prenne ce chemin-là. C'est ça. Donc c'est un combat pour moi je m'efforce d'être un bon père, d'être un exemple. Mon père était un exemple, mais dans la, trop dans la force. Mhm. J'aime avoir ce côté de force tranquille pour que Mhm. mon fils se sente bien et qu'il puisse se sentir aussi dans ses émotions, pas que dans la résilience. Mhm. Et du coup, j'ai perdu ma question. Oui, en tant qu'enfant sensible, qui a une image il faut devenir un homme fort, qui n'a pas d'émotion, qui pleure pas, comment est-ce qu'on se sent? Puisque pour le moment, rien à voir avec l'image finale. Et comment vous faisiez finalement pour faire cette espèce de grand écart entre votre sensibilité et l'objectif final que vous y étiez dessiné? Vulgairement, on se sent comme une merde, hein. Ok. Vulgairement, on se dit que, enfin, on n'est pas à la hauteur, euh, on va jamais y arriver. En plus, on a plein de choses qui nous montrent que on n'y arrive pas. Mm. Mais franchement, moi, je pense vraiment que j'ai cette voix avec la spiritualité, cette sensibilité qui fait que je ressens l'appel, je ressens cette voix, je ressens ce truc en moi qui m'a toujours dit, t'inquiète pas, ça va aller, c'est dur, mais tu vas t'en sortir. Et cette croyance-là, c'est un vrai moteur. Parce que ça, en fait, ça te conditionne à te dire, peu importe ce que tu vis, tu vas réussir, tu vas t'en sortir. Et je pense que c'est vraiment, si j'avais pas ça, si je l'avais juste un peu moins fort, je pense que j'aurais mal tourné, j'aurais pas réussi, je me serais enfermé dans, je sais pas, dans beaucoup d'autres choses. Parce que j'ai des frères et sœurs, et je vois bien que c'est plus difficile pour eux. Même si j'ai été un bouclier, pour éviter que eux souffrent, ils n'ont pas les mêmes facilités que moi. Et moi, je sais que c'est cette petite voix-là qui a fait que. Et encore pour terminer avec cette petite voix-là, mais et ça suffisait, on se sent comme une merde et on s'accroche à la voix, ça suffit, il n'y a personne à qui on parle, il n'y a pas un endroit où on peut se poser. J'ai l'impression que vraiment, j'ai pas eu cet endroit-là. J'ai l'impression que c'était vraiment j'ai mes frères et sœurs, je dois être un exemple pour eux, je dois les tenir. Donc, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix. C'est comme ça.
Et j'ai eu que ça, et Dieu merci, je suis là. Mhm. Un peu comme si cette pression était en même temps une espèce de Moteur. roc auquel on pouvait De vous moteur. accrocher, c'était lourd, mais ça vous tenait aussi en même temps, quelque chose comme Mais ça. j'ai aussi eu un truc important, c'est que mes parents, ils ont aussi vu ça de moi. Même s'ils étaient durs avec moi, ils avaient cette image de toute façon, toi, tu as quelque chose en plus. Et cette petite phrase-là, Mhm. elle te crée un conditionnement pour que tu crois encore plus à cette voie-là. Mhm. Mhm. Et du coup, c'est à quel moment que tu commences à pas juste l'écouter, enfin, pas juste l'entendre, cette voix, mais l'écouter. Et tu commences à marcher dans cette destinée-là. C'est quand tu... En fait, je suis un peu à la croisée des chemins, je sais pas quoi faire de ma vie. Je me pose des questions. Je travaille au McDo à cette époque-là, donc rien de très glorieux. Et ma compagne m'apprend que je vais être père. Et là, là, il y a toute la pression, il y a tout le côté. Mon père est un exemple, je dois faire quelque chose, je dois montrer à la vie que je vais réussir. Et je me dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai un projet de thérapie, de coaching qui trotte dans ma tête depuis longtemps. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Mhm. Je vais au McDo et je leur demande une augmentation. Passer manager, je devais passer bientôt normalement. Ils m'ont dit, bah, attends juste 6 mois et tu passeras manager. Et ça, je le prends comme une insulte. Je me dis, en fait, vas-y, c'est le moment, c'est mort. Je démissionne. J'aurai rien du tout, mais je vais lancer mon projet. Je démissionne en novembre, décembre, Covid. Et là, je me dis, c'est la crise, comment je vais faire là? C'est mort, j'aurais pas dû démissionner parce qu'en plus, il y avait le chômage partiel, on aurait gagné de l'argent même quand on ne travaillait pas. Je me dis, là, j'ai plus le droit à l'excuse, je vais être père, j'ai plus de travail, Mhm. j'ai un projet qui traîne, j'ai des formations, j'ai passé, j'ai des diplômes, il faut que j'y aille, je lance mon projet, et puis ça explose. Et là, comme ça explose, tu te dis, c'est bon, c'est ça, je savais que c'était ça. Mhm. C'est tout ce que j'ai fait, ça m'a amené à ce moment-là précis. Et du coup, la voix, là, tu la crois plus, en fait, tu la vis. Elle est là, tu dis, ok, elle était là. C'est là, maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai vécu tout ça. Et je vais rebondir sur une petite partie. Donc aujourd'hui, tu es marié. Mhm. Est-ce que ça a été difficile de construire une relation, j'ai envie de dire, saine, avec tout ce bagage que tu avais de blessures, j'ai envie de dire? Moi, je dis toujours que la relation, c'est ce qui te révèle. Déjà, un point important, c'est que, au-delà de tout ça, l'homme que j'étais et devenir un mec sérieux, c'était très dur dans mon esprit. Mhm. Mais en fait, tout ce que j'ai vécu, ça m'a conditionné à me dire que il faut que je fasse les choses bien. Et il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que ma relation, je devais la tenir, je devais la respecter, être bien. Et donc, comme j'ai dit, passer d'un homme qui rigole un peu, qui s'amuse un peu avec les femmes et devenir un homme sérieux, c'était mon plus gros combat à la base. Et ensuite, dans la relation, ça m'a révélé en fait. Moi, je dis toujours que en fait, ma femme, elle m'a sauvé la vie, entre guillemets, parce que j'avais trop d'excès, trop de vision de la vie. La femme, c'est comme ci, l'homme, c'est comme ça, les femmes, c'est des sorcières. Donc, le chemin que j'ai fait aujourd'hui pour être un homme qui est vraiment un homme qui respecte la femme, qui voit la femme comme peut-être même l'énergie la plus puissante qu'il y a sur cette terre, parce qu'elle donne la vie et elle nous donne aussi beaucoup l'amour qu'on a pour nous. C'est un travail vraiment très dur. Mhm. Donc, pour moi, le couple, c'est ce qui a vraiment fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Mhm. À travers ce que déjà j'ai vécu, mais c'est vraiment le couple qui m'a changé. Et donc, forcément, oui, passer d'une relation avec soi-même déjà toxique à devenir un homme sain comme je le suis aujourd'hui, c'était vraiment un chemin. Donc là, ça fait 11 ans, donc c'est vraiment 11 années de travail sur soi personnel et très difficile. Mhm. Et en pratique, ça ressemble à quoi le travail sur soi? Parce que c'est vrai que souvent, on suit des émissions, on regarde des choses, on dit oui, travaille sur toi, guéris tes blessures et tout ça. Mais des fois, on ne nous donne pas forcément les armes sur comment on fait. Du coup, comment t'as fait? En fait, j'ai compris une chose très importante, c'est que l'autre ne parle que de moi. Et c'est pas l'autre, l'autre entre guillemets, c'est comme s'il n'était rien. Il n'est que le miroir de ma propre personne. Et quand je comprends ça, je vois que tout ce que je lui reproche, tout ce que j'admire chez elle, tout ce que je n'aime pas, tout ce que j'aime, ça renvoie qu'à moi-même. Mhm. Et c'est comme ça que je comprends que chaque chose est un message. Et quand tu commences à comprendre les messages, tu commences à te dire, ah oui, d'accord, là c'est ça, là c'est ça. Et la deuxième chose qui m'a aidé, c'est aussi, comme je suis devenu thérapeute, j'accompagnais beaucoup de personnes. En accompagnant les gens, je voyais des comportements que les autres critiquaient, qui étaient en fait les miens. Je voyais des fois des femmes se plaindre de choses de ma femme, dont ma femme se plaignait. Je voyais des hommes avoir des comportements dont moi-même je m'identifiais. Et j'ai commencé à me dire, en fait, je,
j'attire à moi un petit peu ce que je suis et c'est ce qui m'a aussi permis, moi, de m'aider. Je pensais que j'aidais les autres, mais en fait, le travail que je faisais, c'était plus pour m'aider moi. Et c'est Mhm. ça qui m'a beaucoup aidé. Donc le travail, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est surtout, comprenez que l'autre n'est qu'un message. C'est pas un fautif, c'est pas forcément. Il peut être coupable dans ses actions, mais il a un message à t'envoyer à toi-même. Mhm. Mais ça, je trouve ça, enfin, je rebondis sur le fait que vous étiez là pour aider les autres, mais quelque part, ça vous aidait aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense très très fort du travail thérapeutique. Dans la relation, je crois qu'il y a vraiment un échange qui se passe. On n'est pas là pour, allez, pour se soigner soi, mais Mm. il y a quelque chose de thérapeutique aussi en nous. Et si ça coince, il faut vraiment aller en supervision pour pouvoir en parler. Mais il y a quelque chose de très aidant dans la relation thérapeutique si on arrive à se remettre en question. Parce que voilà, ça vous renvoie une image d'un comportement peut-être pas très glorieux. L'entendre chez l'autre, le voir chez l'autre, il y a plus de distance et se dire ah oui quand même, c'est ce que moi je fais aussi. Et c'est autre chose que d'entendre sa femme qui dit ouais tu fais ci, tu fais ça, ou on se dit ouais bon elle se plaint toujours, Ouais. voilà. Mais là c'est vraiment un fameux miroir qui est là en face pour nous aider à changer. En aidant l'autre à changer, on fait aussi un travail de changement. Je crois que c'est vraiment le fait de prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, qui est la première étape, pardon, pour après essayer de changer les choses qui ne nous conviennent pas. Ce qui passe aussi par le fait de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me convient? Si je ne suis pas conscient de ce qui est important ou pas pour moi, comment je fais pour avancer? Je pense que ça répond aussi un peu à ta question, comment on fait? Mais déjà, prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est, on est content de ça? Est-ce qu'on est fier de ça? Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça, un peu comme vous dites, ok, je suis arrivé à construire cet homme dont j'avais l'image quand j'étais plus jeune, mais c'est pas tout à fait l'image de l'homme que moi je veux incarner aujourd'hui. Et donc il y a un changement à opérer pour moi, mais aussi pour mon fils et peut-être pour d'autres qui me voient comme une espèce de roc. C'est ça. Bien sûr, ok, vous avez une certaine force, mais vous avez une sensibilité aussi qu'il ne faut pas nier. Et je crois que c'est important. C'est important d'avoir cette masculinité-là qui associe la vulnérabilité aussi. Et pas rester enfermé dans une masculinité un petit peu dure, rigide. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'incarner aujourd'hui, c'est comprendre que j'ai cette partie masculine qui est dans l'action, qui est dans l'entrepreneuriat des choses, dans la sécurité. Mais la sécurité, c'est aussi la sécurité affective. Et elle doit être portée aussi vers soi. On a beaucoup, nous les hommes, estime, confiance, ça va. Amour de soi, c'est ce qui nous manque. Et pour ça, il faut être en accord avec sa vulnérabilité. Une petite question ici, peut-être vicieuse, mais assurance, ou je ne sais pas quel mot vous avez dit, de confiance en soi. Vous avez vraiment confiance en vous? Ou bien c'est l'image que vous devez donner pour mener Moi, j'ai toujours eu l'impression, je disais toujours, quand j'étais petit, j'ai l'impression d'être un géant avec un costume de nain. Parce que je me sens grand, j'ai confiance en moi, je suis sûr de mes convictions, mais les gens me rappellent toujours au fait que non, redescends. Et donc, moi, personnellement, j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai l'estime, des fois, elle est un peu chancelante, mais la confiance, j'ai toujours été sûr que je vais faire quelque chose, sûr que je vais réussir. Après, l'amour, c'est vraiment quelque chose que je découvre maintenant, l'amour de soi. Nous, les hommes, on passe pas de temps avec nous-mêmes. On prend pas de temps de prendre soin de nous. On va chez le coiffeur, c'est tout. Aller prendre des massages, aller vraiment s'apprécier et voir des choses qui vont faire des choses pour nous, qui vont nous permettre de nous aimer réellement, sincèrement. On n'en fait pas beaucoup. Parce qu'on nous a coupé avec ce côté-là émotionnel qui était trop fragile, entre guillemets. Mais on a besoin de ça. Il faut l'assumer, il faut l'incarner absolument, si on veut être bien avec soi. Ok. Et là, tantôt, tu as parlé du pardon. Et moi, je suis une croyante je crois au fait que le pardon, c'est souvent pour nous. Alors, quelle place le pardon a eu dans ta guérison ou dans ton parcours? Parce que je sais que tu as dit là tantôt que tu t'avais pardonné ton beau-père. Le pardon, pour moi, c'était le plus important. Parce que quand on a, par exemple, je sais pas, on a un beau-père, tu le connais pas, c'est pas ton père, il n'a rien du tout, et puis il a une violence avec toi qui est aussi bien physique que morale, toutes les violences qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de façon de pardonner. Mais en commençant à comprendre son histoire, à comprendre le bagage qu'il a dû porter, et qu'on lui a imposé aussi, comme je dis, moi j'ai un père qui incarne quelque chose, et moi je ressemble très portrait à mon père. Quand tu passes après mon père, et que tu as un enfant qui est en face de toi, qui l'incarne aussi, qui a aussi ce côté un peu désinvolte, j'ai toujours été un peu
désinvolte, même quand j'avais 12 ans, 13 ans, voilà, je me montre que moi, j'ai confiance, etc. Ça a été dur pour lui. Moi, j'excuse pas ses actions, mais je les comprends. Et la compréhension, ça a été la première base pour le pardon. Et ensuite, je me suis dit, mais moi, je suis là des fois à le maudire, mais lui, ça se trouve, il dort tranquille. Mm. Pourquoi je vais lui donner la force de... Moi, d'être dans la nuit, je fais des insomnies à me dire, ouais, j'attends qu'il se passe ci, j'attends qu'il se passe ça. Quand j'aurai 30 ans, je vais aller le voir. Ça servait à rien. Mm. Donc, dire comment j'ai réussi à faire, pour moi, c'est que de la sagesse et de la maturité. Il n'y a pas de processus vraiment. C'est j'ai compris pourquoi. Et lui pardonner, c'est un cadeau pour moi, c'est pas pour lui. Oui, surtout quand vous pouvez imaginer qu'il dort tranquille et Voilà. vous êtes réveillé pendant la nuit. C'est trop injuste. Ouais. C'est injuste. Et je sais que là, tantôt, tu as parlé de... je crois qu'au début, tu as dit, on te dit, sois un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir trouvé la définition de c'est quoi, être un homme? Moi, j'aime bien dire être un homme, c'est assumer ses responsabilités. Tu veux quelque chose, tu vas le faire. Tu veux pas, tu vas pas le faire. Tu fais une action, tu assumes les actions et ses conséquences-là. Et pour moi, ça s'arrêtera à juste ça. Assume juste les conséquences de tes actes. Suis les actions que tu as envie de suivre. C'est ça, être un homme. Il n'y a pas besoin d'autre chose, d'être fort, d'être dur. Si je veux être fort et dur, il faut que j'assume le côté... si je veux être rigide, par exemple, j'assume que je ne vais pas forcément plaire à tout le monde. Il faut juste être sûr que ce que je fais, je suis en adéquation avec ça. Il y a pas de... C'est souvent ce que je dis à mon fils. Hein. Si tu fais une bêtise, n'aie pas peur de te faire disputer. C'est t'as fait, t'assumes. C'est pas grave après. T'as voulu le faire. Si t'es prêt à te faire disputer, fais. Je dis même si tu veux faire une grosse bêtise, sois sûr des conséquences que tu vas les assumer. Si t'es pas sûr de les assumer, fais pas la bêtise. C'est comme ça que je donne ma définition d'homme et je donne rien du tout à mon fils à part ça. Vous avez plusieurs fils? Un fils et 3 filles. C'est important aussi cette image de masculinité par rapport à vos filles aussi. Qu'est-ce que vous leur envoyez comme image de l'homme aussi Mais moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai un fils très sensible et j'ai des filles très caractérielles, très, on va dire, dans une énergie un peu plus masculine. Donc, avec les filles, c'est très facile. Je leur apprends juste surtout à s'aimer, à avoir confiance, à se respecter et à se faire respecter. Et c'est assez simple et naturel parce que elles sont pas dans une position de soumission, de faiblesse, entre guillemets. C'est-à-dire que l'aspect vulnérabilité, c'est assez ancré parce que leur mère est assez aussi dans beaucoup la vulnérabilité, dans la douceur. Et moi, j'essaie juste d'incarner un modèle peut-être de compagnon en étant vraiment un homme qui est présent, qui est doux, qui va beaucoup faire pour sa mère, qui va être galant, qui va être dans le respect, qui va pas crier sur la femme, qui va montrer qu'en fait elle a une place importante. Et j'aime leur dire aussi qu'elles sont plus fortes que nous. C'est elles, nous, sans elles, on peut rien, on serait même pas là. J'aime bien leur montrer que la femme, c'est l'être le plus important qu'il y a. Donc on doit la respecter. Et c'est surtout ce que mon fils, c'est ça le plus important. Parce que pour moi, mon fils, il doit comprendre qu'une femme, ça se respecte. On ne se met pas à genoux devant une femme. On la respecte, c'est pas pareil. On se met dans une position d'égalité. Mais on doit aussi beaucoup lui donner. J'aime bien dire ça, c'est que l'énergie masculine, c'est dans le don. Et la femme, c'est dans la réception. Donc avoir ce côté, je donne beaucoup à mes filles, c'est important pour moi. Et on a beaucoup parlé de voix, la bonne voix qui vous dit tu vas réussir, t'inquiète, c'est pas facile, mais tu vas réussir. Et vous connaissez ces voix qu'on appelle les drivers. Comment est-ce qu'on est élevé, même si c'est pas conscient, peut-être même chez le parent, sois fort, fais plaisir, sois gentil. Est-ce que vous avez dans quel genre de voix vous élevez vos enfants, ou il n'y a peut-être pas de voix dans l'éducation que vous donnez à vos enfants? Je les élève beaucoup dans l'effort. Ça veut dire que je valorise toujours l'effort. Je valorise pas il faut que tu sois bien à l'école, il faut que tu... Non, qu'à faire un effort, c'est ça le plus important, c'est l'effort que tu fais. J'ai envie qu'ils se disent, moi je veux être récompensé par l'effort. Donc là, je me rappelle une anecdote où ma fille, elle est venue me voir en me disant, oui, aujourd'hui, j'ai perdu une étoile dans le comportement, c'est pas bien, machin. Je lui dis, mais c'est que t'as fait quoi comme comportement? Oui, j'ai discuté, j'ai bavardé. Je dis, mais ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que tu veux faire comme effort pour réussir, pour être bien. Le bavardage, c'est pas forcément important. L'école, c'est pas l'école de la vie. Donc, bavarder, c'est ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. Tu es quelqu'un qui est pliplette. Apprécie-toi.
fais un effort pour moins parler, mais t'es une élève brillante, t'as des bonnes notes, le bavardage, c'est pas un problème. Donc vraiment, ce que je valorise, c'est surtout l'effort. Faites un effort pour faire les choses mieux et bien. Le reste, la réussite, c'est une succession d'échecs, j'ai envie de dire. C'est bien ça. Mais du coup, se fait un effort, c'est une, allez, une espèce de voie quand même bienveillante. Fais un effort, mais tranquille. Si tu n'as pas atteint directement cet objectif, c'est pas grave. Tu es en chemin. Le processus est important et c'est moins la pression. Fais un effort, tu dois réussir. J'attendrai plus tard pour leur apprendre à se fixer de grands objectifs. Pour moi, la culture de l'effort, c'est la base. Si je commence déjà à leur dire plus tard, gagne beaucoup d'argent, fais ça, ça, alors ils comprennent pas à cet âge-là. Donc vraiment, pour moi, la base, c'est l'effort. Ensuite, quand ils vont commencer à grandir, je leur apprendrai vous vise plus haut, vise haut. Parce que du coup, en ayant la culture de l'effort, le viser haut ne sera pas une limite, un obstacle. Mais toujours sans la pression. Moi, vraiment, c'est comme l'école, parce que moi, mon père, c'était vraiment l'école. Et des fois, là, je l'entends quand il appelle ses enfants. Comment ça va à l'école? Ils sont en maternelle, mais comment ça va à l'école? Donc ça, c'est vraiment le truc de mon père. À chaque fois, je souris quand je l'entends dire ça, mais c'est sa façon d'être. J'accepte, il n'y a pas de souci. Mais moi, vraiment, je suis pas dans ça. Je vois la grande souvent vient, oui, j'ai que 14 de moyenne. Je dis, moi, tes notes, je m'en fous. Dis-moi juste comment c'est passé, qu'est-ce que tu as appris à l'école, les notes. Voilà. Moi, je lui dis, moi, j'ai pas eu des bonnes notes. Hein. Regarde aujourd'hui ce que je fais. Et comment ils réagissent au fait que vous n'avez pas eu des bonnes notes quand vous étiez jeune? Là, il y a la grande, les petits, quand je verrai comment ils se comporteront avant de leur dire que j'ai pas eu de bonnes notes. Parce qu'on sait jamais, parce que souvent, les enfants, ils aiment bien suivre. Mais je sais que mes filles, pour l'instant, ils gèrent bien le niveau scolaire. Après, au maternel, il n'y a pas encore on peut pas encore savoir ce que ça va donner. C'est bien, j'aime bien l'honnêteté, parce que j'étais premier de la classe, tous les parents africains qui étaient... Ils sont tous premiers. Incroyable. Donc qui étaient deuxième, qui étaient dernier. Il n'y avait pas d'élève dans la classe. Et alors, j'ai une question pour tous les deux, parce que j'ai deux experts autour de moi aujourd'hui, et la question est-ce qu'on peut vraiment guérir sans déconstruire ce qu'on nous a appris à être? Honneur aux dames. Moi, je dirais que ça passe par une déconstruction, puisque l'idée, pour guérir de quelque chose, il faut un peu faire le diagnostic, hein, c'est le côté médical qui parle, mais il s'est passé ça, il y a ça qui est là, et ça ne me convient pas, ce qui est là, et donc comment je fais autrement? Donc oui, moi je pense que ça passe par une prise de conscience, et puis une déconstruction, pour reconstruire quelque chose d'autre après. Okay. Moi, j'aime bien prendre une métaphore. C'est comme si en fait on vivait dans un immeuble, un vieil immeuble, et que maintenant c'est le moment de raser cet immeuble et de reconstruire un nouveau. Et quand on va reconstruire cet immeuble-là, on va être obligé de tout détruire. En détruisant, il y aura beaucoup de fracas, beaucoup de désordre. Ce désordre-là, il est impératif pour pouvoir reconstruire. Donc la guérison, elle passe forcément par le dépouillement de l'ego, le dépouillement de sa personne, et ça passe par ce fracas avant de pouvoir tout déblayer et après reconstruire par-dessus. Mais on est obligé de passer par ce chemin-là d'ouverture, de reconstruction, de déconstruction. Donc voilà ce que je dirais par rapport au travail de guérison. Ok. Et alors, entre-temps, tu as écrit un livre que tu nous as ramené ici. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un livre que j'ai écrit parce que j'avais beaucoup d'interrogations de gens sur comment guérir les blessures, mais comment les cicatriser. Donc j'ai voulu vraiment écrire un mode d'emploi de comment passer l'étape d'après, guérison, cicatrisation. En même temps, j'ai voulu me donner un exercice, c'est parler de moi. Moi, mon chemin de guérison, ma vulnérabilité, parce que comme on dit, en tant qu'homme noir, c'est une étape difficile à passer. Je me suis dit, je vais mettre un nu dedans et vraiment parler de mon histoire, raconter l'histoire d'autres gens pour que tout le monde se sente concerné et vraiment mettre toutes mes connaissances sur la guérison, la cicatrisation. Et quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai vraiment été comme habité parce que ça s'est vraiment fait dans un cycle particulier et je l'ai écrit en 40 jours. Il est long, mais je l'ai écrit en 40 jours et quand on est croyant, c'est assez symbolique. J'ai vraiment été pris comme dans un état de flow où vraiment tout venait comme ça à moi. Et comme j'avais une fille, ma dernière, elle dormait pas, donc c'est-à-dire le matin j'écrivais, la nuit j'écrivais, j'arrêtais pas d'écrire. Et je me suis senti vraiment habité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je viens, ce livre-là, je l'incarne vraiment avec passion, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment changer beaucoup de vie et de perception,
parce que c'est l'histoire d'un homme noir qui a vécu les injonctions des Africains, mais qui a décidé de sortir de ça. Et en même temps, tout le monde pourra se retrouver parce que j'ai inventé plusieurs personnages qui fait que même la femme blanche, le British, j'en sais rien, il peut se reconnaître dedans parce que pour moi, quand tu commences à connaître toute la psychologie des blessures, c'est juste des assemblages qui créent des personnalités. Donc une fois que tu as compris tout ça, tu as juste à définir ce que c'est et là, chacun peut se retrouver là-dedans. Et alors, j'ai une dernière question pour toi. Pourquoi c'est important de guérir? Parce que moi, personnellement, ma vision, c'est que j'estime que notre arrivée sur Terre est faite pour ça. C'est comme si, en fait, notre but, c'était la guérison. On vient sur Terre pour expérimenter la vie et guérir ce que les autres n'ont pas guéri. Et c'est pour ça que moi, quand je parle de transmission, je suis toujours dans une position où, en fait, il y a le père qui donne à son fils, le fils qui donne à son fils, etc., ou les mères, etc. Et en fait, à chaque fois, la génération suivante permet à celle d'après de réussir quelque chose. Là, comme je le dis, aujourd'hui, moi, je me suis rebellé contre mes parents et que je suis devenu celui que je suis, c'est parce qu'ils me l'ont permis, d'une certaine façon, de par leur émancipation et dans leur venue en Europe. Eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. On leur a imposé des choses, et c'est grâce à en gros, leurs parents leur ont permis de se rebeller en venant ici. Moi, ils m'ont permis de rebeller en devenant ce qu'ils veulent être. Et mon fils, mes filles, ils auront une autre rébellion qui fera qu'aujourd'hui, le cycle sera cassé. Intéressant. Très intéressant. Et docteur, vous avez aussi un mot de la fin? Par rapport à la guérison? Oui. Moi, je dirais que pour moi, la guérison, c'est important pour avoir la meilleure qualité de vie possible. Si je ramène ça au corps physique, je sais pas moi, si j'ai du mal à respirer, mais je vais pas pouvoir vivre pleinement tout ce que j'ai à vivre parce que ma respiration sera toujours trop courte. Et donc moi, en tant que médecin généraliste et psychothérapeute, je plaide vraiment pour les guérisons au sens large, pour pouvoir se donner les moyens de vivre au mieux ce qu'on a à vivre et pouvoir explorer des champs nouveaux avec toutes les capacités qu'on a le plus optimal possible. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà. Et alors, ton livre, on peut se le procurer où? C'est simple, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies, la Fnac, Amazon, Cultura, etc. Mais pour m'aider moi, pour avoir plus de droits d'auteur, sur mon site internet c'est mieux, comme ça moi je touche plus dessus. Donc mon site c'est ACT, les autres c'est toi.com. Et vous me trouvez aussi sur mes réseaux, hein, ACT, les autres c'est toi.com, tout court. Donc comme ça vous le prenez et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'argent parce qu'on sait très bien avec les maisons d'édition, des fois c'est plus compliqué. Et moi sur mon site internet au moins, ça me permet de gagner plus. En tout cas, moi j'ai ma copie. Pardon. ACT, les autres c'est toi? Ok. C'est le nom du site? C'est le nom de mon cabinet en fait, que j'ai créé. Okay. Pour montrer qu'en fait, rien n'arrive par hasard et on est toujours les autres de quelqu'un en fait. Il faut arrêter de penser que ça arrive aux autres, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Moi j'ai déjà ma copie. Je ne l'ai pas encore là. T'es en retard. Ah mais tu as pris de l'avance sur moi, c'est ça? Moi j'arrive en dernière minute, on me dit des choses, mais... Je vais te l'offrir, t'inquiète. Alors en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton apport et surtout d'avoir été la personne qui clôture la première saison de Nos Vies, Nos Voix. Cet échange a été très important, même pour moi. Je pense que ce que je retiens, c'est qu'avoir des blessures, c'est pas une fatalité. On peut les déconstruire, on peut avancer et l'échec aussi n'est pas une fatalité non plus. Je pense que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc c'est vrai qu'avoir des théories comme ça, c'est bien, mais avoir des personnes qui viennent partager leur témoignage et partager OK, ça allait pas bien et maintenant aujourd'hui ça va, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Donc merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme d'habitude... Et moi je voudrais dire aussi une chose, je trouvais que cette façon de voir les choses, c'est difficile, donc je reconnais ce qui se passe, mais c'est un chemin à passer. C'est pas la fin en soi de ma vie, c'est dur, mais je vois un petit peu... comme dirait Laura Lyon, au-delà de ce que je vois, et donc ça, je trouve ça chouette aussi de se dire que on ne nie pas la souffrance, la difficulté, mais on s'accroche à quelque chose de meilleur qui peut venir aussi grâce, d'une certaine façon, à ces moments difficiles qui sont là, qu'on aimerait s'épargner, mais en même temps,
voilà, si c'est le chemin à passer, un peu comme je reprends votre façon de faire des métaphores, bah, comme l'enfant qui doit venir au monde, ça passe par des souffrances. Hein, la maman, voilà, quand l'enfant y passe, mais après il y a un nouveau-né, une nouvelle vie qui arrive, mais sans ce passage-là, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a la péridurale et des choses comme ça, mais je ne sais pas s'il y a la douleur zéro qui existe, mais les moments difficiles peuvent être justement, allez, comment dire ça, formateur de quelque chose de beaucoup plus beau. Moi, j'aime bien le terme parcours initiatique. Donc, on passe par les chemins et c'est la voie pour atteindre ce qu'on veut. Et plus on a d'embûches, et plus c'est parce que notre destin est grand. Très vrai, très important et très beau mot de la fin aussi. Et alors, merci beaucoup, docteur, pour votre apport jusqu'à la dernière seconde. Avec plaisir. Comme d'habitude, ça a été un plaisir. Et alors, à vous, je vous dis merci. Merci d'avoir été avec nous pour ces 5 premiers épisodes. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut. La santé mentale, la santé sociale, la santé physique.